Et maintenant, pour réagir au discours royal en Par-Araba ou en juin en duplex, l'analyste politique Driss Aissaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons d'abord par cette phrase retenue du discours royal. Le Maroc restera une terre où prévalent la solidarité et la cohésion. Quelle est votre lecture? C'est en fait un discours qui continue et in fine parfait la feuille de route tracée par le roi Mohammed VI depuis le discours du trône et le discours de la révolution et des droits du peuple. Et en fait, cet appel, disons, ce rappel de la valeur essentielle qu'est la solidarité et la cohésion sociale étant des valeurs importantes qui sont en fait à la base de toute la dynamique sociale que le Maroc est en train de vivre. Le discours a été très, disons, très direct en donnant un certain nombre d'images, parlant des villes traditionnelles où les signes ostentatoires ne sont pas la chose qui marque, mais plutôt cette unité dans laquelle vivent les Marocains, bien entendu, dans leur diversité. Et ça, c'est le plus important. Il fallait le rappeler parce que nous avons l'impression que la croissance, le développement et disons, comment on gère toutes ces dynamiques-là, ça devrait se faire in fine dans le cadre de cet élan de solidarité que le Maroc a toujours connu et qu'il faut renouveler à chaque fois, revisiter et lui donner les formes qui lui sied dans une société qui ne cesse d'évoluer et qui ne cesse de voir se dresser devant elle un certain nombre de défis que sont l'emploi des jeunes, que sont le développement et la recherche de mécanismes et de leviers importants pour assurer un développement harmonieux de toute la société. Alors, Driss Aissaoui, pour ce qui est maintenant des partis politiques, le souverain appelait à une augmentation du soutien public. Une fraction, je le rappelle, doit être louée aux compétences qu'il mobilise pour des missions, d'abord de réflexion, d'analyse, puis d'innovation, toujours selon le roi Mohammed VI. Pourquoi, à votre avis, est-ce que cette initiative saura booster les formations politiques au Maroc? On a eu l'habitude de voir le roi, au moment de l'ouverture des sessions parlementaires, faire des rappels à l'ordre dans la mesure où il voit que les partis politiques se sont laissés aller à des querelles intestines ou à des courses effrénées au poste et à la députation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une logique de mobilisation générale. Et c'est un rappel aussi aux données qui sont définies par la Constitution, que sont les rôles fondamentaux des partis politiques, à savoir ceux de l'encadrement de l'opinion publique et de la société. Aujourd'hui, il leur a adressé un message fort, leur demandant de se mobiliser plus, mais plus que cela. Même les subsides et les deniers publics, une augmentation disons, des financements qui leur sont adressés sera opérée pour leur donner enfin le moyen de remplir convenablement le rôle, à savoir celui d'être une force de proposition et d'encadrement de la société. Je pense que l'appel est bien lancé. Et maintenant, c'est aux partis politiques de saisir cette opportunité pour sortir, si vous voulez, d'une situation où ils s'étaient enlisés dans la politique politicienne et aujourd'hui, leur rôle d'acteur de développement doit apparaître dans ce travail d'encadrement et de mise en perspective des objectifs qualitatifs du développement qui leur incombent en tant qu'acteurs essentiels de la vie politique marocaine. Alors maintenant, Driss Aissaoui en revient justement au discours royal concernant le volet qui porte sur le secteur agricole au Maroc. Alors de nombreux domaines peuvent contribuer à créer un plus grand nombre d'opportunités, notamment ce secteur, comme l'a rappelé aujourd'hui le roi Mohammed VI. Donc c'est ce qu'estiment justement les souverains. Le souverain plutôt, l'objectif est de favoriser l'émergence d'une classe moyenne agricole. À ce sujet, d'abord je vous propose d'écouter un extrait du discours et on revient juste après pour en parler.
Parce que la promotion de l'emploi des jeunes est placée au cœur de nos préoccupations, nous estimons que de nombreux domaines peuvent contribuer à créer un plus grand nombre d'opportunités d'emploi. À cet égard, la formation professionnelle constitue un levier essentiel, à la condition toutefois qu'elle fasse l'objet de toute l'attention requise et qu'un contenu et un statut nouveau lui soient accordés en tant que filière prometteuse. Pour cela, il convient de tendre de nouvelles passerelles entre la formation professionnelle et l'enseignement général en veillant à les articuler dans le cadre d'un système harmonisé et cohérent où formation théorique et stage pratique en entreprise se complètent et s'équilibrent. Outre la formation professionnelle érigée en levier d'insertion dans la vie active, le secteur agricole peut être un pourvoyeur d'emplois plus performant et un instrument plus efficace pour assurer de meilleures conditions de vie et d'établissement en milieu rural. Voilà pourquoi nous appelons à une consolidation des acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles activités génératrices d'emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural. Notre finalité est de favoriser l'émergence d'une classe moyenne agricole, donc consolider l'ossature pour qu'en définitive, elle puisse exercer sa double vocation de facteur d'équilibre et de levier de développement socio-économique, à l'image de la classe moyenne urbaine et du rôle clé qui lui est dévolu. Nous avons conscience du morcellement croissant des terres agricoles et de son corollaire immédiat, la faible productivité. Nous savons aussi que l'attachement des jeunes à la valorisation de leurs terres reste tributaire des opportunités d'emploi qui leur sont offertes. Aussi, nous orientons le gouvernement pour qu'il mette au point des dispositifs innovants propres à inciter les agriculteurs à adhérer davantage à des coopératives et groupements agricoles productifs, à suivre des formations en matière agricole. Rappelons d'abord, Driss Issaoui, justement cet objectif rappelé par le roi Mohamed VI de favoriser l'émergence d'une classe moyenne agricole. Pourquoi, à votre avis, quelle est son importance? Vous savez, c'est une nécessité impérieuse qu'au niveau du monde rural, parce qu'on a assisté depuis un moment à une paupérisation relative de la classe des agriculteurs, qui étaient devenus plus des métayers que des agriculteurs vivant pour leur propre subsistance. Il fallait aujourd'hui mener cette réflexion que le monde rural reste en friche en matière d'opportunités d'investissement, en matière d'opportunités d'emploi, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, il y a le développement rural qui nécessite justement le concours de plusieurs métiers. Et c'est pour cela que l'appel royal à faire de la formation professionnelle des agriculteurs pour de nouveaux métiers est de nature à donner plusieurs possibilités à ces agriculteurs et en même temps, au moment où ils ont des métiers, ils vont pouvoir gagner de l'argent, ils vont pouvoir créer de la richesse. Et en cela, quelqu'un qui gagne de l'argent fait partie de cette classe moyenne qui permet d'être d'abord un tampon, mais en même temps un levier de croissance et de développement et d'investissement. Ne l'oublions pas, il y a aussi cette réflexion sur laquelle le roi a insisté. Il faut sortir de cette perception négative de la formation professionnelle comme étant, disons, une direction pour ceux qui échouent dans le système scolaire. Au contraire, c'est un véritable outil de développement des compétences que l'on va utiliser au niveau du monde rural et surtout de la mobilisation de tout le potentiel qui n'est pas encore révélé par le développement de l'agriculture, par le développement du monde rural. Et je pense qu'il y a une citation importante dans le discours, celle de la mobilisation des terres collectives qui sont très importantes parce que ça constitue un fonds. Le foncier, vous le savez, est extrêmement important pour la création de la richesse et pour le développement de l'investissement et la modernisation de l'agriculture. Il y a des acquis, certes, avec le Maroc vert, avec toutes les initiatives qui ont été prises, mais aujourd'hui, on est obligé de prendre en considération justement les agriculteurs en eux-mêmes. Alors, Driss Issaoui, justement, vous avez abordé plusieurs sujets, donc plusieurs domaines et secteurs qui sont véritablement des leviers de l'économie marocaine. Alors, en quoi ce discours royal prononcé aujourd'hui devant les élus de la nation est-il une suite logique donc, des autres discours prononcés par le roi Mohamed VI? Depuis le discours de la fête du trône, celui de la fête de la jeunesse, nous avons assisté à véritablement une définition des grandes priorités. Parce que ce ne sont plus que des orientations à caractère général, mais en fait des têtes de chapitre
de chantiers extrêmement importants qui devaient être lancés. Citons par exemple l'opération de melkisation des terres collectives sur les zones irriguées. Le roi a demandé à ce qu'elle soit étendue à 1 million d'hectares parce que c'était limité aux zones irriguées. Aujourd'hui, c'est 1 million d'hectares, sachant que le Maroc dispose de 15 millions d'hectares de terres collectives possédées dans l'indivision. Aujourd'hui, on va les ouvrir à une appropriation privative par les ayants droit. Il a demandé à ce qu'on imagine des outils et des leviers juridiques à même de faire cette opération de manière réussie. Si jamais ça s'ouvre vers cela, c'est-à-dire que les banques vont pouvoir s'intéresser, que les investissements vont pouvoir se faire, et tout cela rentre dans la logique d'ensemble, celle de faire justement l'équilibre entre les dimensions sociales, la dimension économique et la dimension stratégique, d'aborder justement un nouveau modèle de développement. Alors, Driss Essaoui, un autre moment fort de ce discours royal prononcé aujourd'hui donc par le roi Mohamed VI, c'est le point du service militaire. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui ce discours comme une garantie royale de l'équité sur ce service? L'institution, le service militaire n'est pas une nouveauté au Maroc, mais aujourd'hui, le fait de vouloir aller vers cela, c'est un moyen de mobilisation de cette jeunesse qui, des fois, semble perdre la boussole. Aujourd'hui, le service militaire de tout temps a constitué un cadre de mobilisation des jeunes, de leur formation. C'est en même temps, si vous voulez, une amorce de leur insertion dans la vie active, parce qu'en faisant ce service militaire, disons, d'abord, vous avez parlé d'équité. Il n'y a aucune raison que des gens qui sont, par exemple, en train de faire des études, on va les amener de force à être mobilisés dans le cadre du service militaire. Il est hors de question. Il y a aussi le fait que les gens qui ne sont pas aptes à le faire n'iront pas le faire, ne le feront que ceux qui sont en situation de pouvoir aller vers cela, mais cela leur ouvrira des possibilités autres que celles qu'ils auraient eues en étant complètement désœuvrés et non pas du tout mobilisés, sachant pertinemment que la formation au sein du service militaire, elle éduque les gens sur les valeurs civiques. Alors, Driss Essaoui, le roi Mohamed VI a insisté aujourd'hui sur la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Alors, qu'en est-il exactement de ce point? Quelle est votre lecture? Ça, c'est un appel permanent du roi Mohamed VI. Il l'a dit, la question de la bonne gouvernance, le fait de rendre des comptes, la rigueur est une nécessité plus qu'impérieuse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les ressources, l'allocation des ressources doit se faire de manière rationnelle. Et on ne peut pas se permettre de dilapider. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. Nous investissons, nous avons des programmes sociaux qui ne sont pas gérés de manière cohérente. Il y a un gros problème de convergence des politiques publiques et nous avons vu qu'il y avait des échecs sur la conduite d'un certain nombre de chantiers. Si la rigueur n'est pas là, si la rigueur absolue dans la gestion des affaires publiques n'est pas observée, cela veut dire qu'on a dû enfreindre un principe rigoureux, celle de la gestion optimale des ressources rares dont dispose le Maroc, que ce soit de ressources financières ou naturelles. Merci beaucoup, Driss Essaoui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis notre bureau de Rabat.